Je m'appelle Henri Dubois. J'ai 68 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui va peut-être vous paraître incroyable. Mais je vous assure que chaque mot est vrai. Tout a commencé il y a 1 mois et demi, par une matinée ordinaire de septembre. J'étais dans mon jardin, en train de tailler mes rosiers. Ces magnifiques rosiers que ma défunte épouse Marguerite avait plantés il y a 20. Oh, le soleil filtrait à travers les branches du vieux chêne. Et j'étais heureux. À la retraite depuis 3 ans, j'avais enfin le temps de m'occuper de cette maison que nous avions achetée. Marguerite et moi, quand notre fils Thomas n'était encore qu'un bambin. Soudain, j'ai ressenti une douleur violente dans la poitrine. Comme si on m'enfonçait un couteau rouillé entre les côtes. Je me suis effondrée sur le gravier de l'allée, ma cisaille à la main. Heureusement, ma voisine, Madame Leroux, m'a entendu gémir. Elle a appelé les secours. Les médecins m'ont dit que j'avais fait un infarctus. Pas le plus grave, mais suffisamment sérieux pour m'hospitaliser pendant 1 mois entier. 1 mois de tubes, de perfusion, de blouse blanche et d'odeur d'éther. 1 mois où j'ai frôlé la mort de près, où j'ai vu défiler ma vie comme dans un film accéléré. Pendant ces longues journées à l'hôpital, Thomas venait me voir régulièrement. Mon fils unique, maintenant âgé de 35 ans, marié à Sylvie depuis 5 ans. Il n'avait pas encore d'enfant, mais ils y pensaient sérieusement, me disait-il. Thomas était toujours un bon fils. Enfin, c'est ce que je croyais. Il travaillait comme comptable dans une entreprise de la ville voisine, gagnait correctement sa vie, vivait dans un petit appartement avec sa femme. « Ne t'inquiète de rien, papa », me répétait-il à chaque visite. « Je m'occupe de tout. La maison, le jardin, les factures. Concentre-toi sur ta guérison. » Et moi, naïf que j'étais, je lui faisais confiance. Après tout, c'était mon fils, le sang de mon sang. L'enfant que j'avais élevé, à qui j'avais appris à faire du vélo, à qui j'avais payé des études. Comment aurais-je pu imaginer ce qui m'attendait? Les médecins ont finalement accepté de me laisser sortir un jeudi matin d'octobre. J'étais faible, certes, mais vivant et déterminé à reprendre ma vie en main. Le taxi m'a déposé devant ma maison vers midi. Ma belle maison de 2 étages avec son jardin fleuri, sa façade en pierre blanche, ses volets verts que je repeignais religieusement chaque printemps. Mais quelque chose clochait. Il y avait 3 voitures garées dans mon allée. Des voitures que je ne connaissais pas. Et des jouets d'enfants éparpillés sur ma pelouse, si soigneusement entretenus. J'ai sonné à ma propre porte. Oui, vous avez bien entendu. J'ai sonné à la porte de ma maison. Parce que, bizarrement, mes clés ne fonctionnèrent plus. Les serrures avaient été changées. Une femme que je ne connaissais pas m'a ouvert. La cinquantaine, des cheveux gris attachés en chignon, un tablier fleuri. Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et de gêne. « Vous êtes qui ?» m'a-t-elle demandé. « Je suis Henri Dubois. C'est ma maison. » ai-je répondu, complètement abasourdi. « Ah, vous êtes le père de Thomas. Entrez, entrez. Je suis Colette, la mère de Sylvie. » La mère de Sylvie? Qu'est-ce qu'elle fichait chez moi? Et pourquoi parlait-elle comme si elle était chez elle? Je suis entrée dans mon propre salon et j'ai cru faire un cauchemar. Mes meubles avaient été remplacés. Mon vieux fauteuil en cuir, celui où je regardais le journal télévisé chaque soir, avait disparu. À sa place trônait un canapé moderne en tissu rouge. Mes livres avaient été remplacés par des bibelots que je n'avais jamais vus. Même les rideaux avaient changé. « Où sont mes affaires ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Colette s'est tortillée, visiblement embarrassée. « Thomas ne vous a pas expliqué? Il nous a dit que vous aviez accepté de... Enfin, que vous aviez donné la maison à Sylvie. Que vous alliez vivre en maison de retraite. » Quoi? J'ai dû crier parce que des pas précipités ont dévalé l'escalier. Un homme d'une 60aine d'années, sans doute le père de Sylvie, est apparu, suivi de 2 enfants que je ne connaissais pas. « Papa, tout va bien ?» a demandé l'homme à Colette.
C'est le père de Thomas, a-t-elle murmuré. L'homme m'a regardé de la tête aux pieds. Ah, bonjour, je suis Roger, le beau-père de votre fils. Thomas nous a expliqué la situation. C'est très généreux de votre part de nous avoir laissé la maison. Généreux? Généreux! J'étais en train de vivre un cauchemar éveillé. Ma propre maison avait été envahie par des inconnus qui croyaient que je la leur avais offerte. Il y a un malentendu, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Je n'ai jamais donné cette maison à personne. C'est mon domicile. Un silence pesant s'est installé. Les deux enfants, des jumeaux d'environ 8 ans, me regardaient avec de grands yeux curieux. « Il faut appeler Thomas », a finalement dit Roger. « Il va pouvoir éclaircir tout ça. » 29 minutes plus tard, Thomas arrivait en trombe, Sylvie à ses côtés. Mon fils avait l'air paniqué. Sa femme semblait embarrassée. « Papa, tu es sorti plus tôt que prévu !» s'est exclamé Thomas en m'embrassant rapidement. « Comment tu te sens ? Comment je me sens ? Comment je me sens ?» J'étais hors de moi. Je me sens comme un homme qu'on a dépouillé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ces gens vivent-ils dans M.A. Maison ? Thomas a jeté un regard nerveux vers ses beaux-parents. « Papa, on peut en parler en privé ? » « Non, on va en parler devant tout le monde. Je veux des explications, et je les veux maintenant. » Sylvie s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Monsieur Dubois, je suis désolée. Thomas nous a dit que vous aviez accepté de nous donner la maison parce que vous alliez mourir. » « Que j'allais mourir !» Thomas a pâli. « Papa, les médecins ont dit que ton état était critique, qu'il fallait s'attendre au pire. Alors j'ai pensé que... » « Tu as pensé que tu pouvais disposer de mes biens avant même que je sois mort. » Ma voix montait dans les aigus. « Tu as pensé que tu pouvais donner ma maison sans même me demander mon avis ? » « Papa, calme-toi. Ce n'est pas bon pour ton cœur. » « Mon cœur ? Mon cœur ? Tu t'inquiètes de mon cœur maintenant, après m'avoir volé ma maison ?» Roger s'est interposé. « Attendez, attendez. Il y a sûrement un malentendu. Thomas, vous nous aviez dit que votre père était d'accord ? Que vous aviez ses procurations ? » Ah, le mot qui tue. Procuration. J'ai compris d'un coup. Quand j'étais à l'hôpital, inconscient pendant 3 jours après l'opération, Thomas avait dû obtenir une procuration pour gérer mes affaires en urgence. Une procuration qu'il avait visiblement utilisée au-delà de ses droits légaux. « Monsieur Thomas ?» ai-je dit d'une voix glaciale. « J'aimerais voir ces fameux papiers qui t'autorisent à t'adonner ma maison. » Thomas a baissé les yeux. « Papa, Les parents de Sylvie avaient des difficultés financières. Ils allaient perdre leur logement. Et toi, tu étais si mal en point que les médecins... Les médecins ne t'ont jamais dit que j'allais mourir. » J'ai pointé un doigt accusateur vers mon fils. « Tu as menti. Tu as menti à ta femme, tu as menti à ses parents, et tu m'as volé ma maison. » Colette s'est mise à pleurer. « Roger, qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on va aller ?» Les jumeaux se sont cachés derrière leur grand-père, effrayés par les éclats de voix. Soudain, j'ai eu pitié. Pas de Thomas. Oh non, pas de Thomas, mais de ces gens qui avaient été bernés autant que moi. Ces grands-parents qui avaient cru faire une bonne affaire. Ces enfants qui venaient de s'installer dans ce qu'ils pensaient être leur nouveau foyer. J'ai pris une grande inspiration. Écoutez-moi tous. Il y a eu manifestement un gros malentendu. Cette maison est à moi. Je n'ai jamais eu l'intention de la donner à quiconque. Mais je ne suis pas un monstre. Je vais vous laisser le temps de trouver une solution. » Roger a hoché la tête, reconnaissant. « Nous comprenons, monsieur Dubois. C'est très correct de votre part. Combien de temps nous donnez-vous ? » « 1 mois. Ça vous va ? » ?»« Parfaitement. Nous allons chercher un autre logement. » Je me suis tournée vers Thomas. « Toi,
On va avoir une conversation. Maintenant. Dehors. » Nous sommes sortis dans le jardin. Mes rosiers avaient été taillés n'importe comment. Certains massifs avaient été piétinés par les enfants. 20 ans de travail saccagés en un mois. « Papa, je peux t'expliquer. Explique-moi donc comment tu as osé donner ma maison sans mon consentement. » Thomas s'est mis à pleurer. Mon fils de 35 ans pleurait comme un gamin pris en faute. « Papa, j'ai paniqué. Quand tu as fait ton infarctus, j'ai cru que tu allais mourir. Les médecins parlaient de complications, de risques. Et puis les parents de Sylvie étaient dans une situation terrible. Ils avaient perdu leur travail. Ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Sylvie pleurait tous les soirs. Et alors ? Ce n'était pas une raison pour me voler ? Je ne t'ai pas volé. J'ai pensé que si tu mourais, la maison me reviendrait de toute façon. Alors j'ai avancé les choses. Avancer les choses ? J'étais écœurée. Tu parles de ma mort comme d'une formalité administrative ? Papa, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne savais plus quoi faire. J'ai regardé cet homme qui était mon fils et j'ai eu l'impression de voir un étranger. Quand avait-il changé ? Quand était-il devenu quelqu'un capable de trahir son propre père ? Thomas, tu m'as fait plus mal que n'importe qui dans ma vie. Plus mal que quand ta mère est morte. Parce que là, au moins, c'était la maladie. Mais toi, tu as choisi de me faire du mal. Papa, ne dis pas ça. Je t'aime. Tu es mon père. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais jamais fait ça. Nous sommes restés silencieux un long moment, debout devant mes rosiers mutilés. Je réfléchissais à ce que j'allais faire. Appeler la police ? Prendre un avocat ? Déshériter Thomas ? Papa, a fini par dire mon fils, laisse-moi arranger les choses. Je vais expliquer la situation aux parents de Sylvie. Je vais les aider à trouver un autre logement. Je vais remettre tes meubles. Où sont mes meubles ? Au garde-meuble de la ville. Tout est intact, je te le promets. Au moins, ça. Au moins, il n'avait pas vendu les affaires de sa mère. Et financièrement ? Parce que j'imagine que tu as dû faire des arrangements. Changer les assurances, les contrats. Thomas a eu l'air encore plus gêné. En fait, j'ai mis la maison au nom de Sylvie. Officieusement, pour que ses parents puissent pas s'installer. Au nom de Sylvie ? Sans mon accord ? Papa, j'ai utilisé ta procuration. C'était légal. Légal, peut-être. Mais moralement, humainement, c'était d'une bassesse qui me dépassait. Thomas, tu vas immédiatement faire le nécessaire pour que cette maison revienne à mon nom. Immédiatement. Et tu vas t'occuper de reloger les parents de ta femme, à tes frais. Papa, je n'ai pas les moyens de... Tu n'avais qu'à y penser avant de jouer avec ma propriété. Je suis rentrée dans la maison. Roger et Colette avaient comme commencé à emballer leurs affaires. Les jumeaux étaient assis sur le canapé rouge, l'air triste. « Madame, » ai-je dit à Colette, « je suis désolée que vous vous retrouviez dans cette situation. Mon fils vous a menti, à vous comme à moi. Mais je vais faire en sorte que vous ne soyez pas les victimes de ces mensonges. » Elle a levé vers moi des yeux pleins de gratitude. « Vous êtes très bon, monsieur Dubois. Nous ne voulions pas vous causer de problème. » « Je sais, vous n'y êtes pour rien. » J'ai passé le reste de l'après-midi à faire des coups de téléphone. D'abord à mon notaire, pour comprendre la situation juridique. Ensuite à une agence immobilière, pour chercher un logement temporaire pour la famille de Sylvie. Enfin, à une entreprise de déménagement, pour récupérer mes meubles. Thomas était reparti avec sa femme. Il avait promis de revenir le lendemain avec les papiers pour annuler le transfert de propriété. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais je n'avais pas vraiment le choix. Le soir, j'ai dîné avec Roger, Colette et les jumeaux dans ma propre cuisine. Situation surréaliste s'il en est. Mais ces gens étaient attachants
et j'avais de la peine pour eux. « Racontez-moi », ai-je demandé à Roger pendant qu'on mangeait. « Comment vous avez perdu votre travail ?» Roger a soupiré. « L'usine où je travaillais depuis 25 ans a fermé en juin. Licenciement économique. Et Colette était femme de ménage dans une école, mais ils ont externalisé le service. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés tous les deux au chômage. » « Et votre ancien logement ?» Un petit 3 pièces qu'on louait depuis 15 ans. Mais avec nos indemnités de licenciement qui s'amenuisaient et pas de nouveaux emplois en vue, on a pris du retard sur les loyers. Le propriétaire nous a donné 1 mois pour partir. Les jumeaux, Lucas et Léa, écoutaient leurs grands-parents d'un air grave. Ces enfants avaient trop vite grandi, confrontés aux difficultés des adultes. « Et vous, les petits ?» ai-je demandé. « Vous habitiez où avant ?»« Avec maman et papa », a répondu Lucas. « Mais papa a perdu son travail aussi. Alors maman nous a amenés chez papy et mamie. » Décidément, la crise économique frappait cette famille de tous les côtés. Je commençais à comprendre pourquoi Thomas avait cru bien faire en leur donnant ma maison. Comprendre, pas excuser. « Monsieur Dubois » m'a dit Colette après le dîner. « Si ça ne vous dérange pas, nous aimerions dormir ici cette nuit. Demain, nous commencerons à chercher activement un nouveau logement. » « Bien sûr, prenez votre temps, mais j'aimerais récupérer ma chambre, si c'est possible. » Colette a rougi. « Ah oui, bien sûr. Nous dormons dans votre chambre. Roger et moi, on va s'installer dans le salon cette nuit. » « Non, non. Restez où vous êtes pour cette nuit. Je vais dormir dans l'ancien bureau de ma femme. Demain, on s'organisera mieux. » Cette nuit-là, allongée dans le petit lit de la chambre d'amis, transformée en bureau, par Marguerite quand elle préparait sa thèse d'histoire de l'art, j'ai beaucoup réfléchi. À Thomas, bien sûr. À sa trahison. Mais aussi à cette famille qui dormait dans ma maison sans l'avoir voulu. Le lendemain matin, Thomas est revenu avec une pile de documents. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. « Papa, j'ai préparé tous les papiers pour annuler le transfert. Il faut juste que tu signes ici, et là. » J'ai parcouru les documents. Tout semblait en ordre. « Et pour le relogement de tes beaux-parents ?» J'ai trouvé un appartement à louer pas loin d'ici. 2 chambres, salon, cuisine. C'est plus petit que cette maison, mais c'est propre et pas trop cher. Je vais payer la caution et les 3 premiers mois de loyer. Avec quel argent ? Thomas a hésité. J'ai emprunté à la banque, sur notre maison à Sylvie et moi. Bien. Au moins, il assumait les conséquences de ses actes. Et les enfants ? Lucas et Léa ? Leurs parents vont mieux. Le père a trouvé un CDD de 6 mois. Ils vont pouvoir reprendre les petits bientôt. Tout s'arrangeait, du moins en surface. Mais entre Thomas et moi, quelque chose s'était brisé. Quelque chose qui ne se réparerait peut-être jamais. Les déménageurs sont arrivés dans l'après-midi pour rapporter mes meubles. Voir mon vieux fauteuil en cuir reprendre sa place dans le salon m'a fait un bien fou. Mes livres ont retrouvé leur étagère, mes photos de famille leur place d'honneur sur le buffet. Roger et Colette ont aidé à tout remettre en ordre. Ils se donnaient du mal pour bien faire, ces gens. Ils ne méritaient vraiment pas ce qui leur arrivait. « Monsieur Dubois », m'a dit Roger en fin d'après-midi, « nous tenons à vous dédommager pour le dérangement. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'y êtes pour rien. » « Si, nous insistons. Tenez, voici 500 €. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, mais... Gardez votre argent. Vous en aurez besoin pour votre nouveau logement. » Mais Roger a insisté, et j'ai fini par accepter. Non pas que j'ai besoin de cet argent, mais parce que je voyais bien que c'était important pour leur dignité. Le surlendemain, la famille de Sylvie a déménagé. Les jumeaux sont venus me dire au revoir. Lucas m'a serré la main très sérieusement,
Comme un petit homme, Léa m'a fait un dessin. Une maison avec des fleurs devant et écrit en lettres maladroites. Merci, monsieur Henry. Vous allez nous manquer, m'a dit Colette en partant. Vous êtes quelqu'un de bien. Et moi qui me croyais dure, j'ai eu les larmes aux yeux. Une semaine plus tard, Thomas est revenu me voir. Seul, cette fois. Papa, est-ce qu'on peut parler? On peut toujours parler. Je voudrais te présenter mes excuses. Officiellement. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai regardé mon fils. Il avait maigri, des cernes creusaient ses joues. Je t'écoute. Quand tu as fait ton infarctus, j'ai eu peur. Très peur. Peur de te perdre, papa. Et quand les médecins ont parlé de complications possibles, j'ai paniqué. J'ai imaginé le pire. Et en même temps, Sylvie pleurait tous les soirs à cause de ses parents. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir les aider. Thomas s'est assis dans le fauteuil en face du mien, celui de sa mère, autrefois. Alors j'ai pensé que si tu ne t'en sortais pas, au moins j'aurais pu faire une bonne action avec ta maison. Aider une famille en détresse. Je me suis dit que tu aurais été d'accord. Mais je ne suis pas mort, Thomas. Je sais. Et quand j'ai réalisé que tu allais t'en sortir, j'étais dans une situation impossible. Comment expliquer à tes beaux-parents qu'en fait, la maison n'était pas pour eux? Comment avouer à Sylvie que j'avais menti? Alors j'ai continué à mentir, en espérant trouver une solution. Quelle solution? Je ne sais pas. J'étais perdue, papa. Complètement perdue. J'ai observé Thomas. Il avait l'air sincère. Sincèrement désolé. Sincèrement perdu. Mais la sincérité excusait-elle tout? Thomas, tu es mon fils. Je t'aime. Mais ce que tu as fait m'a profondément blessé. Pas seulement le fait que tu aies donné ma maison, mais le fait que tu aies pu envisager ma mort avec autant de détachement. Papa, ce n'était pas du détachement. J'avais peur. J'étais terrifiée à l'idée de te perdre. Si tu avais peur de me perdre, tu serais resté à mon chevet. Tu aurais prié pour que je m'en sorte. Tu n'aurais pas commencé à organiser ma succession. Thomas a baissé la tête. Tu as raison. J'ai agi comme un salaud. Tu as agi comme quelqu'un qui ne me connaissait pas. Quelqu'un qui pensait que je ne m'en sortirais pas. Ou pire, quelqu'un qui espérait secrètement que je ne m'en sortirais pas. Papa, comment peux-tu dire ça? Comment puis-je ne pas le dire? Thomas, tu as changé les serrures de ma maison. Tu as vendu mes meubles. Tu as rayé mon nom des papiers. Tu as effacé mon existence de cette maison comme si j'étais déjà mort. Mon fils s'est mis à pleurer. Papa, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai regardé cet homme de 35 ans pleurer comme un enfant. Mon enfant. Le bébé que j'avais bercé. L'écolier dont j'avais vérifié les devoirs. L'adolescent que j'avais consolé après ses premiers chagrins d'amour. Thomas, je ne peux pas te pardonner tout de suite. Il faut que tu comprennes ça. Ce que tu as fait va me prendre du temps à digérer. Je comprends. Mais je ne veux pas te perdre pour autant. Tu es mon fils. Tu es tout ce qui me reste de ta mère. Qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Rien. Ou plutôt si, être honnête. Avec moi, avec ta femme, avec toi-même. Plus jamais de mensonges, plus jamais de combines. D'accord? D'accord. Et autre chose, je veux que tu viennes me voir. Pas par obligation, pas par culpabilité, mais parce que tu as envie de passer du temps avec ton vieux père, tant que j'en ai encore. Thomas a souri à travers ses larmes. J'ai toujours eu envie de passer du temps avec toi, papa. Même quand j'étais gamin et que tu me forçais à t'aider au jardin. Ah, tu détestais ça? Au début, oui. Mais après, j'aimais bien. On parlait de tout et de rien.
Tu me racontais tes souvenirs d'enfance, tes projets pour la maison. Nous avons parlé encore 1 heure. De tout et de rien, justement. Comme avant. Comme quand il était petit. En partant, Thomas s'est arrêté à la porte. « Papa, tu sais ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire ? » « Quoi ? » ?»« C'est ta gentillesse avec les parents de Sylvie. Alors que tu aurais pu les mettre dehors immédiatement, tu les as aidés. Tu as été plus généreux avec eux qu'ils n'osaient l'espérer. Ils n'étaient pas responsables de ton mensonge. Justement, tu as fait la différence entre les coupables et les victimes. Tu as été juste. Et ça, papa, c'est quelque chose que j'aimerais apprendre de toi. Après son départ, j'ai repris ma routine. Petit déjeuner dans la cuisine en lisant le journal. Promenade matinale. Jardinage l'après-midi. Télévision le soir dans mon fauteuil en cuir. Mais quelque chose avait changé. J'avais pris conscience de ma fragilité, de ma mortalité. L'infarctus m'avait rappelé que je n'étais pas éternelle. Et la trahison de Thomas m'avait montré combien j'étais seule au monde. Alors j'ai commencé à sortir davantage, à renouer avec d'anciens amis, à m'inscrire au club de belote du quartier, à prendre des cours de cuisine. Moi qui ne savais faire que des œufs au plat depuis la mort de Marguerite. J'ai aussi pris une décision importante. J'ai fait mon testament. Un vrai testament, rédigé chez le notaire, où j'explique clairement mes volontés. Thomas héritera de la maison, bien sûr. Il est mon seul enfant. Mais il y a des conditions. Et des legs pour des œuvres caritatives qui s'occupent de familles en difficulté. Parce que l'histoire des parents de Sylvie m'a ouvert les yeux sur la précarité de certaines existences. Roger et Colette n'avaient rien fait de mal. Ils avaient travaillé toute leur vie, élevé leurs enfants, payé leurs impôts. Et du jour au lendemain, ils s'étaient retrouvés à la rue. Par la faute du système, de la crise, de la malchance. Ils avaient besoin d'aide. Pas de charité humiliante, mais d'un coup de pouce pour rebondir. 3 mois plus tard, j'ai reçu une carte postale, de la part de Lucas et Léa. Ils étaient en vacances chez leurs grands-parents, qui avaient trouvé un nouveau logement définitif, et Roger un emploi dans une entreprise de transport. Sur la photo, toute la famille souriait devant un lac de montagne. « Merci encore pour votre gentillesse », avait écrit Colette au dos. « Les enfants parlent encore de vous. Vous resterez toujours dans nos cœurs. » Cette carte postale m'a fait plus plaisir que tous les cadeaux d'anniversaire ou de fête des pères réunis. Thomas, lui, tient ses promesses. Il vient me voir chaque dimanche, parfois avec Sylvie. Nous ne reparlons jamais de l'incident, comme nous l'appelons pudiquement. Mais je vois bien qu'il a changé. Il est plus attentif, plus présent, plus honnête aussi. Et moi ? Moi, j'ai appris quelque chose d'important de cette aventure. J'ai appris qu'on peut être trahi par ceux qu'on aime le plus, et pourtant continuer à les aimer. Que la famille, ce n'est pas seulement le sang, mais aussi les choix qu'on fait chaque jour. J'ai appris aussi qu'il y a parfois plus de noblesse chez des inconnus que chez ses proches. Roger et Colette, malgré leur situation difficile, ont toujours gardé leur dignité. Ils ont voulu me dédommager alors qu'ils étaient les victimes. Ils ont élevé leurs petits-enfants avec amour malgré les difficultés. 6 mois après l'incident, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde. J'ai acheté un petit appartement que je loue à prix modique à des familles en difficulté. Mon fonds Colette et Roger, comme je l'appelle en secret. Le premier locataire a été un jeune père célibataire avec sa fille de 6 ans. Il venait de perdre son emploi et ne trouvait personne pour lui louer un appartement. Quand je l'ai rencontré, j'ai revu Roger. Cette même dignité blessée, cette même détermination à s'en sortir malgré tout. « Monsieur Dubois », m'a-t-il dit, « je ne peux pas vous payer grand-chose maintenant, mais je vous promets que dès que je retrouve du travail, jeune homme, lui ai-je répondu, payez ce que vous pouvez, le reste attendra. » Sa petite fille, Emma, m'a rappelé Léa avec ses grands yeux curieux et son sourire timide. Thomas, quand je lui ai parlé de mon projet immobilier, m'a regardé bizarrement. « Papa,
Tu es sûr que c'est raisonnable? Financièrement, je veux dire? Thomas, j'ai 68 ans, une bonne retraite, et cette maison qui vaut une petite fortune. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout cet argent? Que je le garde précieusement jusqu'à ma mort pour que tu hérites d'encore plus? Mon fils a rougi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Mais moi, j'ai décidé de donner du sens à mes dernières années, de faire quelque chose d'utile. Et c'est vrai. Pour la première fois depuis la mort de Marguerite, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Mes locataires m'appellent quand ils ont un problème, m'envoient des photos de leurs enfants, m'invitent parfois à déjeuner. Je ne suis plus seulement Henri Dubois, le veuf solitaire qui jardine et regarde la télé. Je suis Henri Dubois, celui qui donne sa chance aux familles en galère. Il y a quelques semaines, Emma, la fille de mon premier locataire, a appris à faire du vélo dans la cour de l'immeuble. Son père me l'a raconté avec fierté. Et j'ai repensé à Thomas enfant, quand je lui tenais la selle de son premier vélo. C'est peut-être ça, finalement, la vraie richesse. Ces petits bonheurs qu'on peut offrir aux autres. Ces sourires qu'on peut faire naître. Ces espoirs qu'on peut redonner. L'autre jour, Sylvie m'a annoncé qu'elle était enceinte. Thomas rayonnait de bonheur en me l'apprenant. Ils vont avoir une petite fille qu'il prévoitait d'appeler Marguerite, en hommage à ma femme. « Papa, tu seras grand-père », m'a dit Thomas avec émotion. « Oui, et j'espère être un meilleur grand-père que tu n'as été fils. » Il a sursauté, puis il a vu que je souriais. « Tu as droit à l'erreur, Thomas. On en a tous droit. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. » Cette nuit-là, dans ma chambre, ma vraie chambre, dans ma vraie maison, j'ai pensé à tout ce chemin parcouru depuis ce matin de septembre, où je taillais mes rosiers. J'ai failli mourir. Mon fils m'a trahi. Des inconnus ont envahi ma maison. J'ai cru que ma vie s'écroulait. Mais au final, cette épreuve m'a appris des choses précieuses. Elle m'a montré qui j'étais vraiment. Elle m'a donné l'occasion de pardonner, d'aider, de me rendre utile. Elle m'a aussi rappelé que la vie est courte. Trop courte pour la gâcher en rancune. Trop précieuse pour la vivre seule dans son coin. Mes rosiers ont repoussé. Plus beau que jamais. Thomas vient chaque dimanche. Et nous parlons de l'avenir. Celui de sa fille qui va naître. Celui de mes locataires qui s'en sortent peu à peu. Parfois, le soir, je repense à cette phrase que m'avait dite Colette. « Vous êtes quelqu'un de bien, Monsieur Dubois. » Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai toujours été quelqu'un de bien. Mais je sais que j'essaie de l'être. Chaque jour un peu plus. Et quand je regarde ma maison, cette maison que j'ai failli perdre, cette maison qui abrite maintenant mes souvenirs retrouvés et mes projets d'avenir, je me dis que finalement, Thomas m'a peut-être rendu service sans le savoir. En voulant disposer de ma vie, il m'a obligée à la reprendre en main. En me trahissant, il m'a forcée à me redécouvrir. En me faisant du mal, il m'a appris à faire du bien aux autres. C'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. Parfois, il faut toucher le fond pour rebondir plus haut. Il faut perdre ce qu'on a pour comprendre ce qu'on vaut. Moi, Henri Dubois, 68 ans, cardiaque et grand-père bientôt, j'ai découvert que j'avais encore beaucoup à donner, beaucoup à vivre. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.